La vérité en face. Et c'est la vérité en face, la Corse, Marseille, des territoires sous emprise du clientélisme politique. On va en parler, de la corruption, des trafics de drogue. Entre autres, pour en parler, Jean-Michel Verne est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur Sud Radio. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur de ce livre, Les nouveaux mystères de Marseille, et juge en Corse, qui était une édition de 2019 aux éditions de Robert Laffont. Et qui est republié donc en livre et qui de cartonne. poche. Merci beaucoup en tout cas Jean-Michel Verne d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors effectivement, on va parler dans quelques minutes de ces juges qui sont passés par la Corse et qui ont accepté de revenir sur leur expérience à visage découvert, des témoignages très forts. Mais d'abord donc cette enquête que vous publiez sur les nouveaux mystères de Marseille, Marseille que vous connaissez très bien pour y vivre. Et dans cet ouvrage, vous nous emmenez vraiment dans les souterrains des affaires criminelles de la cité phocéenne. Vous qui aimez tant cette ville, qu'est-ce qui vous a poussé à décrire son histoire finalement sombre sur fond de narco-banditisme, de corruption ? Si vous voulez, c'est à un certain moment, quand vous avez une certaine expérience, 35 ans de journalisme à Marseille, 35 ans à mettre les mains dans le cambouis, à marcher dans la boue, à aller sur des règlements de compte, à travailler sur des dossiers politico-financiers compliqués, à subir l'évolution d'une ville aussi, ses difficultés, sa dureté, sa violence. Parce que on parle beaucoup du soleil. C'est vrai que Marseille, dans les pages des magazines, y compris dans les journaux étrangers, c'est merveilleux, the place to be. Ça dépend où on se place sur The Place to Be. Si vous êtes dans les quartiers nord, dans le 3e arrondissement, c'est voyage au bout de l'enfer. Si vous êtes sur la corniche, dans une belle villa, c'est le paradis. C'est pas la même chose, clairement. Ouais, voilà, j'ai discuté avec un kiné. Ce qui fait d'ailleurs la particularité de Marseille. Oui. Ce paradoxe. C'est effectivement. Moi, je discutais avec un kinésithérapeute qui est installé sur la corniche. Il me dit, mais moi, je travaille sur la corniche, j'ai une maison à la Pointe-Rouge et un bateau. Il me dit, je suis dans une station balnéaire. C'est ça. Voilà. Et pour d'autres, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui fait que depuis autant d'années, puisque Émile Zola en parlait déjà dans son livre, qu'est-ce qui fait que finalement on n'arrive pas à éradiquer en tout cas cette violence aujourd'hui ? Et qui est exponentielle, qui ne cesse de... Si vous voulez, la question fondamentale à Marseille, c'est la question de la pauvreté. C'est une ville de tous les paradoxes, puisqu'elle comporte l'arrondissement le plus riche de France. C'est le 8e arrondissement. Et le 3e plus pauvre d'Europe, c'est le 3e. Voilà, vous avez toute la problématique, elle est là. Une ville coupée en deux. Imaginez, il y a 880 000 habitants à Marseille, la moitié vit dans les quartiers nord. Dans les quartiers nord, il y a des gens qui vivent bien, et puis il y en a qui vivent beaucoup moins bien. Regardez ce qui s'est passé au parc Calisté. C'est encore une fois un voyage au bout de l'enfer. C'est des gens qui se font attaquer à la machette dans ce qui reste de leur appartement HLM à moitié pourri. Voilà, on peut pas continuer comme ça. Du coup, l'année dernière, Emmanuel Macron a débarqué. C'était Napoléon. Napoléon arrive, il dit je prends les choses en main. C'est fini, Marseille. Marseille est sous tutelle. C'est pas dit, mais c'est pas formulé tel quel. Mais les élus sont désormais mis sur la touche. Et celui qui mène le bal, le chef d'orchestre, c'est Emmanuel Macron. Qui veut reprendre le contrôle justement là-dessus. Il a apprécié le livre, au passage. Ah bah oui, et vous l'avez dit. Oui. Ouais. Vous évoquez alors en l'occurrence les nouveaux mystères de Marseille. Les nouveaux, puisque faut savoir que vous parlez de cette mutation du crime organisé à Marseille. On est passé du Vieux-Port au quartier nord. Vous en parlez à cette délinquance de cité qui est devenue véritablement une mafia en soi en tant que telle. Et ça, c'est le plus inquiétant. Ouais. Parce que il y a eu plusieurs évolutions. Première évolution, le milieu corso-marseillais qu'on connaît. Qui va naître à la fin du 19e d'ailleurs. Le fondateur du milieu marseillais, corso-marseillais, c'est un monsieur qui s'appelle François Albertini, qui était le Bastier, qui a compris que voilà, on pouvait à partir d'activités criminelles monter un véritable business. C'est ce qu'il va faire. Il va prospérer dans le secteur de la prostitution dans le quartier de Saint-Jean.
Et puis, il va s'acoquiner avec le maire de l'époque, Amable Chano. On parle toujours de Spirito et Carbone, mais en fait, ça part bien avant. Et ensuite, il va partir en Amérique du Sud, il va aller aux États-Unis, il va créer la route de la French Connection. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a des héritiers putatifs qui sont arrivés les uns derrière les autres. Et donc, on a eu cette formation de ce gigantesque cartel qu'on appelle le milieu corso-marseillais. Souvenez-vous, les Guérini, Luca Luciano, qui viennent des États-Unis, plutôt d'Italie, parce qu'à l'époque, il était émigré à Naples, qui vient voir Antoine Guérini. Et alors là, on vient sceller le pacte. On va créer ce qui va se cristalliser en 1957 autour du fameux summit de l'Hôtel de Palme, où la mafia des deux mondes, c'est-à-dire les Siciliens et les clans américains se rassemblent. Se rejoignent. Pour organiser ce qui va devenir plus tard la French Connection. Et on sait qu'il y a un Corse qui est là. Donc voilà, ces connexions, elles sont connues. Et à partir de là, va se développer ce qu'on appelle le milieu corso-marseillais, puis apparaît à partir des années 2000, on va dire les gangs des cités, mais en fait l'interface, c'est un monsieur qui s'appelle Farid Berama, qui sera assassiné en 2006 dans la fameuse tuerie des Marronniers, qui va se chauffer avec des Corses. Et donc on voit, mais en même temps, chez Berama, dans son équipe, il y a des Corses aussi. Attention, c'est compliqué. Et par la suite, s'agrègent derrière Berama des familles qu'on voit apparaître, les tirs, les Redmania, tous ces gens-là, ils se disent oh là là, mais il y a du fric à faire. Ça, c'est deuxième évolution. Troisième évolution plus récente, celle-là, c'est que ces gangs des cités, ils vont prendre du galon. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils avaient besoin de travailler avec les Corses, puis ils vont s'affranchir. Récemment, on a un des chefs des cités qui a été arrêté en Colombie, par exemple. C'est-à-dire que lui-même, et voilà. D'autres ont été arrêtés à Dubaï. Il faut savoir que des règlements de compte à Marseille récents ont été décidés à Dubaï. Non, mais là, on est dans le narcotrafiquant, on n'est plus dans le petit deal de banlieue. Tout à fait. Et ce qui est avec le plus des dangereux, sommes financières énormes. Oui, et ce qui est dangereux, c'est que quand vous avez sur un territoire pauvre une délinquance riche qui prospère sur le trafic de drogue, ça devient un mode d'organisation sociale. C'est-à-dire que le référent, c'est plus le député, c'est plus l'élu, c'est plus le responsable associatif, c'est le mafieux. C'est-à-dire que je suis allé le voir parce que les petits, ils ont besoin de ça, de ci, un boulot, un logement. Ils ont des connexions avec le monde politique. Donc voilà, ça c'est le danger principal. Et c'est ce qui justifie la reprise en main de l'État de la ville de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a une constante entre la période corso-marseillaise et de la mafia des cités des quartiers nord aujourd'hui, c'est celle finalement de ce lien qui existe toujours entre politique, milieu politique, et puis le grand banditisme. Si vous voulez, c'est un peu on retrouve ça aussi en Corse. Le problème de ces organisations criminelles à un certain moment, c'est de pénétrer l'économie légale, d'arriver à s'introduire dans les marchés publics, d'arriver à avoir une sorte de notabilité, de pérennité. Il y a le portrait de Nick Venturi, il est exemplaire. Nick Venturi, bon, il est embêté un peu avec l'affaire des fausses factures, mais enfin, il est mort dans son lit, quoi. Et c'était considéré comme un des caïds de la French Connection. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Congrès américain de 1966 qui place Jean et Nick Venturi en tête d'affiche. Voilà, mais on a l'impression qu'à Marseille, tout est possible finalement et que ça gêne forcément certainement les gens autour de Marseille. Mais à Marseille, par exemple, l'élection de Benoît Payan à la place de Michel Rubirola, enfin, ça ne gêne pas les Marseillais. Et pourtant, ça a choqué tout le monde. Exactement. Et ça a été d'ailleurs le pitch de mon livre. C'est l'idée du livre, elle vient de là. On part toujours d'une idée. Et là, moi j'ai dit mais c'est pas possible quoi. C'était plus possible. C'était c'est une mascarade, disons-le. C'est un tour de jeu de bonneteau où l'une s'efface au profit de l'autre avec toute une
toute une posture, une mise en scène. Mise en scène, je suis malade, je suis fatigué, je me sens pas. Toute la campagne, elle va nous dire non, mais je me sens pas, voilà, elle pleure, voilà. Et par derrière, il y a Payan qui dit attendez, mais moi je vais parler. Voilà, tout ça est organisé en fait. Organisé. Sauf qu'à un certain moment, c'est ce que je raconte dans le livre, hein, Michel Rubirola. Finalement, elle est assise dans le fauteuil du maire, elle dit c'est pas mal. Hein. Mais oui, parce que vous avez 10 personnes qui viennent autour de vous, qui vous apportent le café, qui vous demandent si vous avez chaud. Voilà. Et donc, elle a commencé à apprécier la place. Et puis, voilà, elle a essayé de prendre des contacts. Elle a pris des contacts avec un certain nombre de personnes susceptibles de venir l'aider à Marseille. C'est ce que j'explique. Enfin, elle est allée taper dans l'entourage de Martine Aubry. On va dire ça comme ça. Et sauf que les membres du cartel, entre guillemets, ont dit non. C'est pas toi, c'est l'autre. C'est pas toi, c'est moi. Voilà. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vrai que ça interpelle. Mais ça interpelle. Alors, ce qui est très gênant, c'est que moi, Marseillais, je suis obligé tout le temps d'expliquer à l'extérieur pourquoi. Et à Marseille, non. Ça gêne personne. Ça passe. Non, ça passe comme une lettre à la poste. Ouais. Bon, on continue en tout cas avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir, hein, Jean-Michel Verne. On va franchir la Méditerranée. Cette fois-ci, on va passer de Marseille à la Corse, si vous le voulez bien, dans un instant. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Si vous avez des questions, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Jusqu'à 10h, 0826 300 300, à tout de suite. La vérité en face. La vérité en face. On parlait de Marseille il y a quelques instants sur ces territoires sous emprise. La Corse aussi, puisqu'il y a un deuxième livre avec notre invité Jean-Michel Verne est avec nous, hein, sur les nouveaux mystères de Marseille qui est sorti récemment, et Juge en Corse qui est sorti en 2019 aux éditions Robert Laffont et qui continue de bien se vendre. Oui, Juge en Corse. Pour la première fois, 9 magistrats vous racontez leur passage par la Corse. Ils témoignent en leur nom, pas d'anonymat. Ça a été un principe de base. Ça a été difficile, ou alors ils l'ont accepté directement, justement, de jouer cette carte-là de la transparence et d'assumer leur expérience et leurs propos, parce qu'ils vont loin dans leurs propos aussi. Et si vous voulez, c'est à la fois une histoire de professionnels, mais d'amitié, d'hommes aussi, et voilà, ça s'est passé à un moment précis, c'est-à-dire, si vous voulez, la genèse du livre, j'y viens assez rapidement. C'est donc Nicolas Besson qui quitte son poste de procureur de Bastia. Ouais. Et en lisant le journal un matin en Corse, je constate qu'il est sous protection policière. J'ai dit, attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Parce qu'il était menacé par les supporters du club de Bastia, qui par ailleurs sont très proches des filières Nacio. Et donc, je me suis dit ça, il faut le raconter. Et donc, à partir de là, c'est créé une sorte de synergie entre plusieurs magistrats. Et à partir du moment où j'en ai eu 1, 2, 3, il y a eu des maillons forts. Je pense évidemment à Jacques Dallest, ancien procureur à Marseille et en Corse. Voilà, et donc tout ça a été formidable aventure. C'est vrai que personne n'était parvenu jusqu'à présent à faire parler des magistrats sur des affaires sensibles. C'est pas évident, hein, non, bien sûr. Avec des témoignages très forts. On a notamment Philippe Tocanier qui raconte pour la première fois, je crois, dans cet ouvrage, l'attentat qu'il a subi chez lui. Et alors là, l'objectif, c'était clairement de le tuer. C'était pas de lui faire peur. On avait prévu à 7h30, il sort de chez lui, dans sa maison, il y a sa famille, il y a ses enfants, il doit sortir de chez lui, la bombe doit exploser, quoi. Et oui, et pour des raisons qui échappent à la rationalité, il n'est pas sorti à la bonne heure. Et il est sorti en avance et il a vu la bombe qui faisait tic-tac. Avec le tic-tac. Mais c'est pour vous montrer, c'est vrai que la Corse est une terre extrême. Il n'y a pas de limite. Il y a des gens formidables en Corse. Ils le disent moi, tous, c'est une île que j'adore. Bon, j'y suis attaché personnellement. Enfin, je dirais, c'est une deuxième terre pour moi. Mais là, c'est vrai que c'est aussi la terre de tous les extrêmes, et on s'aperçoit de la difficulté qu'ont les magistrats à travailler en Corse, à tel point que j'ai été
depuis 2 ans sollicité pour former des magistrats qui vont être affectés en Corse. Récemment, la Corse demandait, ça revient généralement dans le sujet, de son autonomie. Est-ce que il faut lâcher là-dessus, ou est-ce qu'il faut garder justement cette emprise que le continent a encore sur la Corse? Alors, si emprise il y a, bien sûr. Si vous voulez, c'est pas une question. Nous, les Français, on va décider que la Corse, ça va être sous notre emprise. Non, le vrai problème, c'est la France, qu'est-ce qu'elle veut faire de la Corse, et les Corses, qu'est-ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de Corses qui n'ont aucune envie de passer sous un statut indépendantiste. À tel point qu'aujourd'hui, que ces derniers temps, suite notamment à l'assassinat d'Ivan Colonna, on a des personnalités du monde nationaliste, des fondateurs, d'anciens dirigeants du FLNC qui se sont exprimés, qui ont dit attention, surtout pas d'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est la guerre civile. Des termes ont été employés. À côté de ça, avec des jeunes qui manifestent, on le voit avec une propension de cette jeunesse justement à récupérer ces thèmes-là, ces slogans aussi, en mettant en avant cette volonté d'indépendance, quoi. Alors, il y a tout un substrat. Il y a indépendance et autonomie. Il y a indépendance et autonomie, mais enfin, bon, on pourrait dire que les autonomistes sont des indépendantistes déguisés aussi, quelque part, des indépendantistes modérés. Ouais. Il y a toujours ce fantasme d'indépendance. Et il y a, c'est vrai, en fait, tout un terreau idéologique qui s'est installé dans les années 30 autour de ce qu'on a appelé notamment la Mouvre, qui était proche de l'Italie fasciste. Il faut pas oublier tout ça. Ouais, et donc il y a une histoire qui a créé un fond idéologique et qui vient imprégner, c'est vrai, un certain nombre de jeunes, mais on n'est pas... parfois on rencontre des gens de très bon niveau. C'est très intellectualisé. Même, et cette personne qui va intellectualiser justement cette indépendance fantasmée, il pourra en même temps descendre dans la rue, lâcher les pavés sur les CRS. Ça, ici, il faut le comprendre. C'est vraiment, on est vraiment dans un jusqu'au-boutisme idéologique. Sur ces 9 magistrats qui témoignent dans cet ouvrage, un juge en Corse, on le rappelle, aux éditions Robert Laffont, il y a des points communs. Il y a ce côté, on a rencontré quand même des personnes de valeur, attachées aux valeurs républicaines et sur qui on a pu compter. Mais par contre, il y a cette notion d'ambiguïté de l'État qui revient souvent. Et puis, il y a l'inquiétude sur l'avenir de la Corse, quoi, clairement, qui est posée aussi. Aujourd'hui, il est certain... Ils ne sont pas très positifs. Non, c'est pas très positif. On a l'impression qu'on est revenu à une situation qu'on a connue à la fin des années 70 avec Aléria. Moi, je me souviens très bien, la première fois où j'ai mis les pieds en Corse, c'était juste après donc la prise d'otage et les conséquences dramatiques qu'on a eues par la suite. Et c'est vrai que le climat était extrêmement tendu. Et cette tension, elle a explosé, c'est vrai, à la suite de l'assassinat de Colonna. Aujourd'hui, ça se calme un peu parce que c'est les vacances, on va dire ça comme ça. Le tourisme vient... C'est quand même la pierre... d'achoppement, je dirais, du fonctionnement économique de la Corse. Oui, aujourd'hui, durant l'été, il va y avoir 1,5 million de touristes qui vont arriver sur l'île. Et donc là, on a une phase intermédiaire. Ce qui va être intéressant, c'est à la rentrée. Parce que là, a priori, il y a des discussions qui vont s'entamer entre le pouvoir et les nationalistes. Mais justement, on parle beaucoup de décentralisation. Est-ce que ça peut être un bon laboratoire de ce mouvement de décentralisation, la Corse ? Mais c'est-à-dire, il y a des lois de décentralisation existent, il y a déjà un statut particulier pour la Corse. Les outils sont là. Pourquoi vouloir aller encore plus loin? C'est une question qu'on peut se poser. Aller plus loin, ça veut dire on se détache du continent et puis on ne laisse finalement au continent que le régalien, mais en même temps, pour que le régalien puisse s'exercer, il faut quand même qu'il y ait une connexion de l'État sur le territoire. On peut pas,
on peut pas jouer sur tous les tableaux. Avec des moyens importants aussi, un juge le rappelle, justement au moment où la garde des Sceaux veut, parce qu'il est victime d'un attentat, lui demande si elle doit venir pour montrer son attachement, son soutien, et il dit on a besoin de moyens. Est-ce que justement c'est cette question des moyens qui se pose pour la présence de la République sur place? La question des moyens, elle est omniprésente partout en France. Et elle est présente. Ne croyez pas qu'en Corse, depuis ce témoignage, il y a une densité de policiers, que ça soit du côté de la PJ, que ça soit du côté des gendarmes. Il y a une densité policière hors du commun. Le problème, c'est qui on fait confiance. Voilà, exactement. Et non, il y a, si vous voulez, le problème de la justice en Corse, c'est un problème politique. Qu'est-ce qu'on veut faire en Corse ? Est-ce qu'on laisse la bride sous le cou ou est-ce qu'on reprend en main ? Chaque fois, c'est cette ambiguïté qui fait que quelque part, l'État, très souvent, se prend les pieds dans le tapis. Et ça se fera par la force la plupart du temps. Et oui. Et d'ailleurs, c'est en tout cas sur l'ambiguïté de l'État, on le retrouve en sous-titre. Juge en Corse aux éditions Robert Laffont. Et puis votre autre ouvrage qui vient de sortir, lui, Les nouveaux mystères de Marseille, là aussi, aux éditions Robert Laffont. Un grand merci, Jean-Michel Verne, journaliste d'investigation, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.